Ma sœur a fait pleurer notre petit cousin le jour de son anniversaire en lui balançant que sa mère ne l'aimait pas, et son copain l'a largué sur le champ. Après ça, elle nous a fait vivre un enfer pendant 1 an, entre usurpation d'identité et harcèlement en ligne. Véronica, l'aînée, se croyait irréprochable. À table, elle lançait ses débats sur qui avait pris du poids, qui avait maigri, et comment elle jugeait tout le monde. Personne n'entrait dans son jeu. Et si on la remettait à sa place, elle disait qu'elle était juste honnête. Un jour, elle m'a balancé que ma peau était plus dégoûtante qu'un cafard mâché. J'ai à peine réagi, on avait l'habitude de ces provocations. Honnêtement, j'étais soulagée à l'idée de ne plus la voir au prochain repas de famille. Mais ma tante s'acharnait à l'inviter, persuadée qu'elle finirait par changer. Elle s'est bien trompée. Pour l'anniversaire de Marky, notre plus jeune cousin, Véronica a demandé sur le groupe familial si elle pouvait venir avec son copain, Jake, qu'on ne connaissait pas. Vu comme elle était insupportable, je m'attendais à ce qu'il soit du même acabit. J'allais dire non, mais la famille, toujours trop gentille, a déjà accepté. Au début, Jake paraissait charmant, le genre à caresser le chien avant de saluer les gens et à retenir la porte à tout le monde. Mais je restais méfiant. Marky, lui, était adorable avec sa grenouillère bleue couverte de ballons. Il ne pleurait jamais, ne voulait que des câlins et jouait à cache-cache. Toute la famille était réunie. Oncle, tante, parents divorcés, tout le monde pour Marky. Ça se passait dans une salle de jeu pour enfants, avec arcade, bowling, laser game, piscine à balles, tout le tralala. Pourtant, Véronica avait réussi à faire entrer de l'alcool. On mangeait une pizza au goût de carton quand j'ai capté qu'elle était déjà bien entamée. Les adultes avaient tous remarqué, ça se sentait à l'odeur, et elle parlait comme si elle détenait la vérité sur tout. Jake, assis à côté d'elle sur une chaise orange, la regardait alors qu'elle se vantait d'être authentique et qu'elle critiquait notre cousine qui, selon elle, perdait son temps en IUT. C'était vraiment le summum de l'autocongratulation. J'ai presque applaudi quand le gâteau est arrivé, pensant que, pour une fois, elle se tairait. Mais non, tout le monde s'est rassemblé pour chanter pendant que Marky battait des mains, trop content. Ma tante a sorti un gâteau dinosaure acheté au supermarché, trop mignon. À peine la chanson terminée, Véronica s'est levée pour faire un discours, ou plutôt un carnage. Oh là là, t'as même pas été foutu de faire un gâteau maison. Tu l'aimes vraiment, ton fils? Elle tenait difficilement son gobelet rouge. Et ses décos, franchement, on dirait les fins de série du magasin de braderie. Si tu veux des enfants, fais au moins semblant de t'appliquer. Silence glacé. Les parents étaient abasourdis. Certains enfants s'arrêtaient net de mâcher. Ma tante est devenue rouge écarlate. Véronica a continué. Je fais que dire la vérité. Sérieusement, Pinterest existe. Là, c'est juste pathétique. D'un coup, Marky s'est mis à pleurer à fendre l'âme. Des sanglots d'enfant dont le petit monde s'écroule. Tati Véronica, elle dit que le gâteau de maman est nul. Il pleurnichait. Maman, pourquoi t'as pas essayé? Jake s'est levé d'un bond. La chaise a volé. Véronica, rends-moi mes affaires. C'est terminé. Elle a ricané, titubante. Quoi? N'importe quoi. J'ai même pas eu de gâteau. Il n'y a plus de nous. Il l'a coupé, droit dans les yeux. Je viens de te voir pourrir l'anniversaire d'un gamin de 5 ans. Qui fait ça? Mon oncle de loin a lâché un waouh sidéré. Ma cousine filmait déjà. Véronica, sous le choc, a bafouillé. Chérie, arrête, je voulais juste aider. Les enfants ont besoin d'apprendre ce que c'est que d'avoir des standards. Des standards? Jake avait la voix tremblante. Il a 5 ans. Pour lui, sa mère est la meilleure du monde. Et toi, tu viens de lui dire qu'elle ne l'aime pas assez. Tout le monde regardait la scène, bouche bée, comme devant une série. Ma tante essayait de consoler Marky, dont le t-shirt dinosaure était trempé de larmes. Tu me largues, là? Ici? Pour ça? Véronica haussait le ton. Jake est allé vers ma tante, lui a tendu un billet de 500 € pour la fête. Désolé d'avoir gâché tout ça. Puis il s'est tourné vers Véronica. Débrouille-toi pour rentrer et efface mon numéro. Il est parti vers la sortie. Véronica est restée plantée là, puis a bondi pour attraper son sac et courir après lui, ses talons martelant le sol, en criant qu'il exagérait. Papa a soufflé. Ça lui fera les pieds. Marky, enfin calmé, a demandé « La dame méchante est partie ?» Oui, et on ne l'a plus revue, jusqu'à la semaine suivante. Parce que c'est là que ma tante a entendu frapper à la porte. Ce n'était pas Véronica, c'était les services sociaux. Quelqu'un avait fait un signalement anonyme disant qu'on avait servi de l'alcool à des mineurs à l'anniversaire et que la mère était négligente. L'assistante sociale a débarqué un mardi à 8h du matin. Ma tante m'a appelée, en pleurs, incapable d'aligner une phrase. Elle m'a expliqué que la dame en tailleur gris lui posait des tas de questions sur la fête. Est-ce qu'elle avait servi de l'alcool aux enfants? Les mesures de sécurité? La surveillance? L'enquêtrice notait tout, impassible, comme dans un film. Ma tante répétait en boucle que c'était Véronica qui avait apporté l'alcool et que personne n'était au courant avant qu'elle soit déjà bien imbibée. Elle a sorti le reçu de la salle pour prouver que c'était un lieu sans alcool, mais rien à faire. La dame continuait à écrire. Elle voulait la liste de tous les invités, leurs numéros, leurs mails si possible. Ma tante, la main qui tremblait, a dû tout retrouver sur son téléphone. L'assistante sociale lui a dit qu'elle allait rappeler tout le monde pour vérifier. 2 jours plus tard, c'était mon tour, au boulot. On m'a appelé pour raconter ma version des faits. Je n'ai rien caché. On se souvenait tous de la façon dont Véronica avait réussi à faire entrer de l'alcool dans son sac
ou du jour où elle avait fait pleurer Marky à son anniversaire, ou encore du moment où Jake l'avait laissé tomber devant tout le monde. Quand l'enquêtrice m'a demandé si ma tante surveillait bien les enfants, j'ai répondu que bien sûr, elle était toujours aux petits soins pour s'assurer que tout allait bien et que chacun s'amusait. Elle a insisté pour savoir s'il y avait déjà eu d'autres incidents inquiétants, mais j'ai nié. Pour moi, ma tante, c'est vraiment une mère exemplaire. L'enquêtrice m'a remerciée, puis elle a raccroché. Je croyais que c'était terminé, mais pas du tout. C'était loin d'être fini. Ma tante a dû subir 3 autres contrôles à domicile. Ils ont fouillé son frigo pour vérifier que Marky ne pouvait pas attraper de l'alcool, inspecté sa chambre pour éliminer tout risque, et même interrogé Marky sans la présence de sa mère, ce qui l'a complètement paniqué. Il n'arrêtait pas de demander s'il avait des ennuis parce qu'il avait pleuré à son anniversaire, et ça a brisé le cœur de ma tante. Elle m'a confié qu'il se mettait à faire des cauchemars dans lesquels la méchante dame revenait sans cesse. Elle s'est retrouvée, elle aussi, obligée de suivre des cours de parentalité, tous les samedis pendant 6 semaines, avec 45 minutes de route à l'aller et autant pour revenir. Il suffisait de rater une seule séance pour risquer de perdre la garde de Marky, et tout était à sa charge. 50 € par cours, plus l'essence. Tout ça à cause d'un signalement anonyme. On savait tous très bien que c'était Véronica. Qui d'autre aurait pu déballer autant de détails précis sur la fête? Qui d'autre aurait pu être aussi méchante et revancharde? Mais on n'avait pas la moindre preuve. L'enquêtrice refusait catégoriquement de révéler l'auteur de la dénonciation, se réfugiant derrière les lois sur la confidentialité, ou « peu importe », disait-elle. Mon cousin a alors lancé une conversation de groupe sans Véronica, pour que toute la famille reste informée. On s'échangeait les captures d'écran des messages délirants qu'elle envoyait à droite à gauche, oscillant sans cesse entre le rôle de victime et les menaces à peine voilées. C'est à ce moment-là que Jake m'a écrit sur Facebook. Il m'a envoyé un long message d'excuses, se sentant responsable d'avoir fait entrer Véronica dans nos vies. Il m'expliquait qu'elle n'arrêtait pas de le harceler avec de nouveaux numéros. D'abord, elle le suppliait de revenir, lui envoyant des pavés interminables pour lui promettre qu'elle allait changer. Puis, elle a commencé à prétendre qu'elle était enceinte. Mais il savait qu'elle mentait. Ils avaient toujours fait attention. Et en plus, les dates ne collaient pas. Elle affirmait être enceinte de 3 mois alors qu'ils n'avaient été ensemble que 2. Malgré tout, elle lui envoyait des échographies trouvées sur Internet. Il a même retrouvé l'une d'elles à l'envers sur un blog de grossesse de 2015. Il bloquait chaque numéro, mais elle en créait aussitôt d'autres, allant même jusqu'à inventer de faux profils sur les réseaux sociaux pour continuer à le contacter. Il envisageait sérieusement de changer de numéro et même de demander une ordonnance restrictive. Je l'ai remercié pour ses excuses en lui disant que ce n'était pas sa faute, qu'il avait juste eu la malchance de croiser la mauvaise personne. Ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Il a proposé de nous aider pour la protection de l'enfance, au besoin en rédigeant une attestation sur ce qui s'était vraiment passé. Je lui ai promis de le tenir au courant si jamais on avait besoin de lui. C'est là que tout a commencé à devenir carrément bizarre. Ma cousine Emma s'est retrouvée à recevoir des messages étranges via Instagram, envoyés depuis son propre compte, alors qu'elle ne les avait jamais écrits. Quelqu'un avait créé un faux profil avec ses photos et contacté tous ses amis pour dire des horreurs sur le reste de la famille. La fausse Emma racontait que notre grand-mère devenait sénile et ne devait plus s'occuper d'argent, que mon oncle Gary trompait sa femme et que mon autre cousin était en train de rater ses études à cause de substances. Emma a passé des heures à essayer de signaler le faux compte à Instagram, sans succès, malgré une vingtaine de tentatives. Pendant ce temps, ses vrais amis ne savaient plus quoi penser. Certains ont même coupé tout contact, persuadés qu'elle déraillait. Elle a dû écrire à chacun pour expliquer la situation. Certains l'ont cru, d'autres sont restés méfiants, surtout ceux qui avaient été directement blessés par ces messages odieux. Puis mon oncle Richard a découvert à son tour un faux profil Facebook à son nom, qui postait dans des groupes locaux, lançait des débats sulfureux sur la politique ou la religion, et laissait même des commentaires racistes sur des articles. Un de ses collègues est tombé dessus, et Richard a eu droit à une convocation des ressources humaines. Il a dû se justifier pendant 2 heures, montrer son historique Facebook et expliquer pourquoi quelqu'un voudrait usurper son identité sur Internet. On s'est vite rendu compte que tout partait de Véronica. Les faux comptes utilisaient toujours des photos prises lors d'événements familiaux auxquels elle avait assisté, parfois même des clichés qu'elle seule possédait, pris avec son téléphone, sous des angles bien particuliers, à des instants volés, donc clairement inaccessibles à d'autres. Mais là encore, impossible d'en apporter la preuve formelle. Les comptes étaient systématiquement créés avec des adresses e-mail bidons, et Facebook comme Instagram ne prenaient même pas nos signalements au sérieux. Le pire, c'est quand elle a créé un faux profil au nom de ma mère pour aller commenter toutes les publications des amis de maman, leur disant que leurs enfants étaient moches ou que leur cuisine avait l'air dégoûtante. Maman a perdu 3 amis avant même de comprendre ce qui se passait. L'une d'elles l'a bloquée partout, refusant d'écouter ses explications, même quand elles se sont croisées au supermarché. Ma mère est rentrée des courses en pleurs, sa glace complètement fondue parce qu'elle était restée 20 minutes à pleurer sur le parking. Mon père, lui, a décidé de tout archiver. Il a créé un tableau avec toutes les dates, les heures et des captures d'écran, a même acheté une imprimante rien que pour ça, au cas où il faudrait un jour des preuves papier pour agir en justice. Mais entre les frais d'avocat et le peu d'envie de se lancer dans une guerre familiale, personne ne voulait vraiment aller plus loin. Jusqu'au jour où Véronica s'est pointée à la crèche de Marky. Ma tante a reçu un appel alors qu'elle était au travail. La directrice de la crèche l'informait qu'une femme, prétendant être la tante de Marky, avait tenté de récupérer le petit. Elle connaissait son nom complet,
sa date de naissance, savait même pour son sac à dos, dinosaure et son allergie aux cacahuètes. Heureusement, le personnel l'a reconnu grâce au signalement fait par ma tante après la fête d'anniversaire et ils ont gardé Marky à l'intérieur, expliquant à Véronica qu'elle n'était pas autorisée à venir le chercher. Il paraît que Véronica a fait tout un scandale en hurlant qu'elle avait des droits en tant que membre de la famille et qu'on n'avait pas le droit de la séparer de son neveu. Elle a traité ma tante de mauvaise mère en affirmant qu'elle ne voulait qu'aider, brandissant des documents qui, au final, n'étaient que des impressions de vieilles photos de famille. La crèche a dû prévenir la police, mais Véronica a pris la fuite avant qu'il n'arrive, quittant le parking à toute vitesse au point de renverser leurs panneaux et de laisser des traces de pneus sur l'asphalte. Ma tante a été obligée de quitter son boulot en urgence pour aller récupérer Marky. Son patron s'est montré compréhensif, mais on sentait bien qu'il commençait à perdre patience avec toutes ces histoires. Elle avait déjà raté des journées pour des visites de la protection de l'enfance et des cours de parentalité, et maintenant, il fallait gérer ça en plus. Depuis, elle était sur le qui-vive, jetant des regards inquiets derrière elle et changeant d'itinéraire chaque jour pour ne jamais passer 2 fois par le même chemin en allant à la crèche, de peur que Véronica recommence. Ce week-end-là, on s'est tous réunis chez mes parents, sauf évidemment Véronica. On s'est installés dans le salon, à picorer des chips, en cherchant une solution. Mon oncle a proposé qu'on la bloque tous sur les réseaux, mon cousin voulait riposter en créant de faux profils à son nom, tandis que mon père prenait le calme et conseillait de tout documenter. La discussion a tourné en rond pendant des heures, chacun devenant de plus en plus agacé à mesure que la soirée avançait. Ma tante avait l'air à bout, les traits tirés, les yeux cernés, le téléphone constamment à la main comme si elle s'attendait à voir surgir Véronica d'un instant à l'autre. Elle nous a avoué que sa promotion au travail était compromise. Son patron avait reçu des mails anonymes l'accusant d'alcoolisme et de mettre des enfants en danger. Les messages reprenaient l'histoire de la fête d'anniversaire, mais transformés pour qu'on croie qu'elle avait fourni de l'alcool à des mineurs. Elle a dû repasser devant les ressources humaines, leur montrer le rapport de la protection de l'enfance qui l'innocentait et tout expliquer encore une fois. Ils la croyaient, mais ils lui ont dit qu'ils étaient obligés d'ouvrir une enquête à chaque signalement. Résultat, sa promotion était gelée sans date précise. Après 8 ans sans la moindre faute, elle voyait tous ses efforts réduits à néant, et l'injustice de la situation lui faisait trembler la voix. Ce soir-là, Jake m'a renvoyé un message avec des captures d'écran des derniers textos de Véronica. Elle ne parlait même plus de grossesse. Maintenant, elle exigeait de l'argent sous prétexte qu'elle avait investi dans leur avenir en achetant des vêtements pour un bébé imaginaire. Elle réclamait 3 000 $ et menaçait de l'emmener devant le tribunal des petites créances, allant jusqu'à fournir une liste détaillée. Lise à barreaux, poussettes, vêtements de bébé, alors qu'elle n'avait rien acheté du tout. Jake en plaisantait, mais je voyais bien que ça le rongeait. Il est prof, il n'a pas ce genre de somme de côté. Il m'a aussi envoyé des captures d'anciennes conversations où Véronica parlait de se venger de ceux qui l'avaient les contrariés, collègues licenciés après des dénonciations anonymes de sa part, amis qui avaient dû perdu leur couple suite à ces rumeurs, le tout raconté avec fierté sous le nom de « Karma » avec un petit coup de pouce. Un message m'a marqué quand elle se vantait d'avoir fait expulser une colocataire juste parce qu'elle lui avait piqué un yaourt. J'ai montré tout ça à mon père, qui a ajouté ses preuves à son dossier déjà bien épais, organisé avec des intercalaires de couleurs pour bien classer chaque incident par date et par type. Selon lui, on aurait peut-être de quoi démontrer un schéma de comportement si jamais il fallait aller en justice, même si personne n'avait envie d'en arriver là, ça semblait tellement excessif pour une histoire de famille. Et puis, mes pneus ont été crevés. Lundi matin, en sortant de chez moi, je découvre mes 4 pneus complètement lacérés. Pas juste à plat, tailladés nets, les flancs coupés au couteau. Mon voisin m'a dit avoir vu une femme en sweat à capuche rôder autour de ma voiture la veille, mais sans s'en inquiéter. Elle est restée une bonne dizaine de minutes à tourner autour. On aurait dit qu'elle admirait la voiture, a-t-il commenté. Bien sûr, la caméra de surveillance du parking était en panne ce soir-là. J'ai dû appeler mon boulot pour prévenir et faire venir une dépanneuse. 4 pneus neufs, ça m'a coûté près de 600 $. Le garagiste m'a dit que la personne savait parfaitement ce qu'elle faisait. Les entailles étaient dû placer pile là où il fallait pour rendre les pneus irréparables. J'ai déjà vu ça dans des histoires de famille qui tournent mal, a-t-il ajouté, ce qui m'a fichu un coup au moral. J'ai porté plainte à la police, mais sans preuve, il ne pouvait pas faire grand-chose. L'agent avait l'air complètement blasé, comme s'il avait affaire à une querelle familiale de plus dont il se serait bien passé. Il m'a juste donné un numéro de dossier et m'a conseillé de rappeler si autre chose se produisait. Pas de recherche d'empreintes ni rien. Rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. Et ce n'est pas fini. La même semaine, mon cousin Brian a reçu un appel de son propriétaire parce que quelqu'un l'avait dénoncé pour avoir trop de monde chez lui, en l'accusant de sous-louer en violation de son bail. Brian vit seul avec son chat. Le propriétaire a donc insisté pour venir vérifier, ce qui a obligé Brian à poser une demi-journée, et il a passé 3 heures à fouiller dans les placards, à la recherche de locataires cachés. Encore une plainte anonyme dont on savait très bien qui était à l'origine. Sur les réseaux, les faux comptes se multipliaient, impossible de tous les signaler à temps. Il commençait même à contacter des membres éloignés de la famille, des gens qui n'étaient même pas au courant de ce qui se passait avec Véronica. Ma grande-tante en Floride a appelé ma mère complètement paumée après avoir reçu un message lui demandant de l'argent. Le faux compte utilisait des photos récentes et mentionnait des détails sur le nouveau condo de ma tante, des infos que seule la famille connaissait.
On a donc dû expliquer tout ça à des proches qui n'y comprenaient rien à Internet. Les 80 ans de mamie approchaient, dans 3 semaines. La fête était organisée depuis des mois, on avait réservé une salle paroissiale, booké un DJ, commandé un traiteur pour 75 personnes, invité la famille de 3 régions différentes. Ça devait être une vraie fête, pleine de joie, pour rendre hommage à sa vie. On avait même prévu un montage de photos de famille sur ses chansons favorites. Mais tout a pris une drôle de tournure quand les fleurs sont arrivées chez mamie. 2 douzaines de roses rouges, accompagnées d'une carte. J'ai hâte de fêter ça avec toi. Bisous, Véronica. Mamie, en larmes, a appelé ma mère. Elle ne voulait surtout pas de drame ce jour-là. Elle voulait juste profiter de sa famille et manger un peu de gâteau en paix. Mais maintenant, la peur que Véronica débarque et fasse tout capoter, comme elle l'avait déjà fait à l'anniversaire de Marquis, lui collait à la peau. Les fleurs trônaient au milieu de la cuisine, aussi belles qu'inquiétantes, comme si elles annoncèrent des ennuis. On a bien essayé de la rassurer, on lui a promis qu'on gérait. Mais comment empêcher quelqu'un de venir à une fête aussi ouverte? Embaucher un videur pour l'anniversaire de mamie, c'était ridicule. Mon oncle a suggéré de poster quelqu'un à la porte, mais franchement, ça aurait été bizarre. On se retrouvait coincés entre le besoin de protéger la fête de mamie et la crainte de transformer la maison en forteresse. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer que des objets disparaissaient chez moi. Rien de bien gros au début. Un chargeur de téléphone, une tasse, des petites choses qu'on pense avoir perdues. Puis c'est le chargeur de mon ordi qui s'est évaporé, mon pull préféré, et même la moitié de mes cuillères, allez comprendre. C'était étrange et franchement flippant. Je cherchais un truc, sûr de l'avoir laissé là, et pouf, envolé. J'en ai parlé à ma mère, qui m'a avoué que chez eux aussi, ça arrivait. Les lunettes de lecture de papa, la coque de téléphone de maman, des babioles sans valeur. On s'est demandé si le stress nous rendait tous parano, mais c'était trop régulier, et dans plusieurs maisons, pour que ce soit juste le hasard. Et puis ma cousine a découvert que sa clé de secours avait disparu dessous le paillasson. Elle l'avait toujours laissée là pour les urgences. Elle a tout retourné. Rien. Elle a changé les serrures directes, même si ça la mettait dans le rouge. Le serrurier lui a dit que la serrure était manifestement utilisée souvent. Il lui a conseillé une serrure haute sécurité, ce qui lui a coûté encore plus cher. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'installer une caméra chez moi. Rien de sophistiqué, juste un petit modèle pas cher commandé sur Internet, relié à mon téléphone. Je l'ai placé pour filmer la porte d'entrée et la cuisine, histoire de ne rien louper. Je pensais surprendre mon chat ou me prouver que je faisais du somnambulisme. Bref, prouver que je me montais la tête. Mais non. 3 jours après l'installation, je reçois une alerte de mouvement alors que je suis au boulot. J'ouvre l'appli, persuadée de voir mon chat, et là, c'est Véronica. Elle est chez moi, en train de fouiller mes tiroirs de cuisine comme si de rien n'était. Je la vois qui met quelques fourchettes dans sa poche, puis passe au salon. Je la regarde, sidérée, prendre une photo de famille et la glisser dans son sac. Et avant de partir, elle se sert un soda dans mon frigo. J'ai aussitôt appelé la police et je suis rentrée le plus vite possible. Quand j'arrive, elle était déjà repartie, mais j'avais la vidéo. On voit très clairement Véronica en flagrant délit d'effraction. Cette fois, le policier a pris l'affaire beaucoup plus au sérieux. Violation de domicile et vol. Il me demande si je veux porter plainte, évidemment. Mais là, ça se complique. Quand ils sont allés interroger Véronica, elle avait un alibi en béton. Soi-disant à un entretien d'embauche à l'heure pile de l'intrusion, document à l'appui. Le policier a reconnu que la vidéo était précieuse, mais qu'avec si peu de preuves, ça allait être compliqué d'aller plus loin. Peut-être que la personne sur la vidéo lui ressemble, a-t-il laissé entendre. Il a aussi noté que la qualité d'image n'était pas parfaite, même si, pour moi, il n'y avait aucun doute. C'était bien elle. Sa démarche, son sac, sa façon très méthodique de fouiller, tout collait. Mais visiblement, ça ne suffisait pas. L'enquête a stagné. L'agent m'a conseillé de remplacer mes serrures et d'investir dans de meilleures caméras. Merci du conseil, hein? On a donc eu une nouvelle réunion de famille, cette fois chez ma tante, qui avait mis 3 verrous sur sa porte depuis l'incident à la crèche. Sa maison ressemblait désormais à un vrai bunker. On a comparé nos expériences, les faux profils, les disparitions, les lettres envoyées aux employeurs. Papa avait apporté tout son dossier, qui tenait maintenant dans un gros classeur, avec une copie à la banque pour être tranquille. C'est là qu'on a compris le manège. Véronica savait toujours exactement quand on était absent. Elle venait chez moi pendant que je bossais, chez mes parents pendant leurs courses, chez ma cousine pendant son cours de yoga. Elle nous traquait à la perfection, sans jamais se tromper. Ma cousine, qui s'y connaît en informatique, a fini par trouver l'astuce. On avait tous des agendas Google partagés depuis l'époque où on organisait les fêtes de famille, et Véronica y avait encore accès. Elle voyait tous nos rendez-vous, nos horaires, nos week-ends. On lui avait servi nos emplois du temps sur un plateau pendant des mois, et certains événements affichaient même l'adresse, ce qui lui rendait la tâche encore plus facile. On lui a aussitôt coupé l'accès et changé tous nos mots de passe, mais le mal était fait. Elle avait étudié nos habitudes comme une véritable harceleuse. Rien que d'y penser, ça me donnait la chair de poule. Depuis quand nous surveillait-elle? Depuis combien de temps préparait-elle ce cirque? On s'est tous mis à scruter nos téléphones pour la virer de partout. Jake, de son côté, nous a recontactés avec de nouvelles captures d'écran. Véronica était passée de demandes de 3 000 $ à des menaces de plainte pour préjudice moral. Elle affirmait que leur rupture lui avait fait perdre son boulot et provoqué de l'anxiété. Elle réclamait maintenant 50 000 $ de dommages et intérêts.
Les messages devenaient de plus en plus longs, incohérents, avec des majuscules partout et une avalanche de points d'exclamation. Jake en riait, mais il a quand même commencé à chercher un avocat, au cas où. Il est prof, il n'a pas des moyens illimités, et tout ça commençait à sérieusement lui peser sur les nerfs. Il nous a aussi raconté un truc franchement flippant. Véronica racontait partout qu'ils étaient toujours ensemble. Un midi, elle s'est pointée à son école, s'est présentée à l'accueil en disant qu'elle était sa copine et qu'elle venait lui apporter à manger. Les agents de sécurité ont dû la raccompagner dehors. Elle était allée jusqu'à publier sur les réseaux sociaux des posts évoquant leur relation, en le taguant sur d'anciennes photos de couple, comme si elles dataient d'hier. Bientôt, des collègues ont commencé à lui demander s'il allait bien, voyant tout ce raffut autour de lui. La semaine qui précédait la fête de mamie, tout s'est encore aggravé. La crèche de ma tante recevait des coups de fil anonymes à répétition. Quelqu'un appelait, respirait lourdement dans le combiné, puis raccrochait. Ils ont renforcé la sécurité, affiché la photo de Véronica à l'entrée, mais ça commençait à effrayer les parents et à avoir un vrai impact sur la crèche. Une famille avait même déjà changé d'établissement, prétextant des raisons de sécurité. De son côté, au boulot, ma mère a reçu un colis à son nom. Dedans, des captures d'écran imprimées de faux messages sur les réseaux sociaux, inventés pour faire croire qu'elle écrivait des horreurs sur ses collègues. Il y avait aussi un mot anonyme, suggérant à son patron qu'il serait temps de découvrir le vrai visage de ma mère. Elle a dû repasser par la case ressources humaines, s'expliquer une nouvelle fois. Elle a été crue, mais la pression commençait sérieusement à l'atteindre. Elle dormait mal, se réveillait sans cesse vers 3 heures du matin, la boule au ventre. Puis sont arrivées les lettres envoyées à toute la famille éloignée. De vraies lettres, avec timbre et tout. Elles contenaient des photos de réunions familiales, accompagnées de légendes cruelles. Dessus, les visages des proches étaient entourés, avec des commentaires blessants sur leur poids, leurs fringues, leur choix de vie. Tout était écrit pour que chacun croie que sa propre famille disait du mal de lui dans son dos. L'écriture était trafiquée, mais suffisamment ressemblante pour semer le doute. Mon oncle en Californie a débarqué au téléphone, furieux, après avoir reçu une lettre soi-disant écrite par mon père et qui insultait sa femme. Ma cousine au Texas a reçu une lettre signée de ma tante, qui prétendait que ses enfants étaient insupportables. Le but était clair, monter tout le monde les uns contre les autres. Et le pire, c'est que ça marchait. Les gens étaient blessés, perdus, certains prenaient ces lettres pour argent comptant. Les vieilles rancunes familiales étaient exploitées à merveille. On a passé des heures au téléphone à tenter d'apaiser les tensions, à expliquer la situation à des proches qui avaient du mal à croire que Véronica était derrière tout ça. Certains nous faisaient confiance, d'autres pensaient qu'on essayait d'étouffer de vraies histoires de famille. Ma mère a craqué après une conversation avec sa sœur, qui l'a accusée d'être toujours dans le jugement. La fausse lettre avait réveillé de vieilles blessures qui ne demandaient qu'à ressortir. Il a fallu 3 appels de plus pour la convaincre que tout venait bien de Véronica. De mon côté, je surveillais mon courrier comme une parano, prête à bondir dès que le facteur approchait. Mes voisins ont dû me prendre pour une folle, tapis derrière la fenêtre à chaque passage. J'ai fini par installer une serrure sur ma boîte aux lettres. Je ne savais même pas que ça se faisait. Le vendeur de la quincaillerie m'a dit que c'était la grande mode en ce moment, à cause des vols d'identité. Il m'a montré 3 modèles et j'ai pris le plus solide. Mon classeur à documents a vite débordé, puis un deuxième s'est ajouté, puis un troisième. Papa passait ses soirées à tout classer, chronologie à l'appui, indexant chaque incident par catégorie. Il disait qu'au moins, si un jour il fallait prouver le harcèlement, tout serait prêt. Mais franchement, on avait l'impression de tourner en rond. Que pouvions-nous faire de plus ? Elle ne nous menaçait pas directement. Elle se contentait de nous pourrir la vie, plainte anonyme après plainte anonyme. Au boulot, ça s'est corsé pour moi aussi. Quand les ressources humaines m'ont convoqué suite à un mail anonyme prétendant que j'aurais harcelé un collègue. Le mail contenait des captures d'écran de messages soi-disant de moi, avec des propos déplacés. Évidemment, tout était bidon. Le numéro même n'était pas le mien. J'ai quand même dû m'expliquer, raconter nos histoires de famille, prouver que ce numéro ne m'appartenait pas. L'entretien a duré 1 heure. J'avais l'impression de passer sur le grill. Mon chef m'a cru, mais il m'a dit qu'il devait enquêter sur toute plainte, vraie ou fausse. Je voyais bien dans son regard que, désormais, il me considérait comme un cas à problème dont il aurait préféré ne jamais entendre parler. 5 ans passés sans la moindre embrouille. Et voilà que je devenais l'employé avec la famille à histoire et les fausses dénonciations. J'ai commencé à mettre mon CV à jour, au cas où. Ma productivité a plongé, tant j'étais stressée à l'idée de ce qui pourrait encore arriver. 3 jours avant la fête de mamie, on a organisé une réunion de famille en urgence. Tout le monde était à cran, la moitié de la famille se disputait à cause des lettres, ma tante était à bout avec les services sociaux qui n'en finissaient pas, ma mère était rongée par le stress au travail et moi, je devenais parano au moindre bruit. Il fallait absolument trouver un plan pour la fête. L'ambiance était électrique. On aurait pu couper la tension au couteau. Mon oncle a proposé d'embaucher un vigile pour garder la porte, mais mamie a refusé net. Elle ne voulait pas que son anniversaire ressemble à une opération coup de poing. Elle voulait juste une fête normale, entourée des siens. Mais on savait tous que si Véronica débarquait, la normalité ne serait plus qu'un souvenir. La voix de mamie tremblait rien qu'en en parlant, et ça nous a tous renforcés dans l'idée qu'il fallait protéger sa journée. On a fini par trouver un compromis. 2 cousins feraient le guet près de la porte. L'air de rien. Si Véronica arrivait, ils nous préviendraient sur le groupe de discussion, et on gérerait ça en douceur, sans scandale, à moins qu'elle n'en provoque un. Ce n'était pas infaillible, mais au moins, on aurait un semblant de plan.
On a même fait une répétition générale pour organiser son évacuation si besoin. Jake s'est proposé pour aider. Il voulait rester dehors, surveiller la voiture de Veronica et essayer de lui parler avant qu'elle ne mette un pied dans la maison, histoire de lui faire rebrousser chemin. On a apprécié, mais on lui a dit qu'il n'était pas obligé. Il a insisté, disant qu'il se sentait responsable de nous l'avoir présenté. On sentait bien qu'il culpabilisait. La veille de la fête, impossible de fermer l'œil. Toute la nuit, je restais scotchée à l'appli de ma caméra, persuadée que j'allais voir Veronica débarquer chez moi. J'avais beau avoir changé les serrures, je ne me sentais pas en sécurité. Le moindre bruit me faisait sursauter. Mon chat a sans doute cru que je perdais la tête, à force de me lever pour vérifier la porte. À 4 heures, j'ai abandonné l'idée de dormir et je me suis affalée devant Netflix. Je n'étais pas la seule. Le groupe familial était en ébullition toute la nuit, chacun partageant ses angoisses et ses insomnies. Ma cousine non plus n'arrivait pas à dormir, obsédée qu'elle était par toutes ces fausses identités sur les réseaux sociaux. Ma tante, elle, se faisait du souci pour Marquis, qui n'arrêtait pas de demander si la dame méchante allait venir à la fête de mamie. Ma mère, complètement dépassée, avait préparé 3 douzaines de cookies à 2 heures du matin, tellement elle était nerveuse. On était tous à cran. Le matin de la fête, en me réveillant, je tombe sur des messages de Jake. Il avait reçu des coups de fil toute la nuit, toujours de numéros inconnus. Veronica passait son temps à pleurer, supplier, menacer, puis à recommencer à pleurer. Il avait déjà bloqué 15 nouveaux numéros depuis minuit. Malgré tout ça, il comptait quand même venir surveiller les choses. Il avait même acheté une chemise toute neuve pour faire bonne impression devant mamie, même s'il comptait rester dans sa voiture. C'était évident qu'il voulait vraiment arranger les choses. On est arrivé tôt à la salle paroissiale pour installer la déco. C'était parfait. Des ballons or et blancs, des photos de mamie à travers les âges, des fleurs fraîches sur chaque table et l'odeur du traiteur qui donnait l'eau à la bouche. Le DJ réglait déjà la musique de l'époque de mamie. Tout était prêt pour une fête mémorable. On avait mis tout notre cœur à ce que ce soit un moment inoubliable pour elle. Puis on a remarqué le cadeau, posé sur la table, emballé dans du papier argenté, avec un énorme nœud rouge. L'étiquette disait « Pour mamie, de la part de ta petite fille qui t'aime, Veronica ». J'ai senti mon estomac se nouer. Elle était déjà passée. Ce coffret, au milieu des autres cadeaux, avait des allures de bombe. Mon père l'a soulevé avec précaution, l'a secoué, rien ne bougeait. Il n'était pas lourd, peut-être des vêtements, quelque chose d'inoffensif, mais on savait tous que Veronica ne s'en tenait plus à l'inoffensif. Mon oncle a suggéré qu'on le jette direct, alors que ma tante voulait l'ouvrir d'abord pour s'assurer que ça ne risquait pas de bouleverser mamie. On a commencé à chuchoter entre nous pendant que le DJ ajustait ses enceintes. Finalement, ma cousine Julie a pris le paquet et l'a ouvert d'un coup sec. À l'intérieur, un album photo. Au début, ça avait l'air attendrissant, des photos de mamie entourées de nous tous au fil des ans. Mais en tournant les pages, quelque chose clochait à chaque image. Des visages gribouillés au feutre rouge, des commentaires blessants sous chaque photo. Mamie avec sa famille décevante, sur un cliché de Noël. Ceux qui ne l'ont jamais aimée, sous une photo d'anniversaire. Du grand n'importe quoi. On a balancé l'album à la benne et décidé de ne rien dire à mamie. Mais à partir de là, tout le monde était sur ses gardes. Si Veronica était déjà venue, allait-elle revenir? Mes cousins se sont postés près de la porte dès le début. Jake a envoyé un message pour prévenir qu'il surveillait depuis le parking. On était prêts, du moins autant qu'on pouvait l'être. Les invités ont commencé à arriver vers 14 heures. Mamie était resplendissante dans sa robe violette, achetée tout spécialement pour l'occasion. Elle rayonnait, embrassant tout le monde, émue par la déco. Un temps, c'était juste une fête de famille, comme avant. Les enfants jouaient à chat, les grands papotaient autour d'un café. Le DJ passait tous les tubes préférés de mamie. Je commençais enfin à souffler un peu. Puis, ma cousine à la porte nous envoie un message sur le groupe. Elle est là. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je lève les yeux vers l'entrée et je vois Veronica arriver, comme si tout le monde l'attendait. Habillée impeccablement, sac cadeau à la main, elle souriait aux membres de la famille qui n'étaient là pas au courant du drame. Certains lui ont même rendu son sourire et l'ont prise dans leurs bras, sans rien deviner de ce qu'elle nous faisait endurer depuis des mois. Jake a surgi de nulle part et l'a interceptée près de la table des desserts. Je ne les entendais pas, mais le visage de Veronica se fermait à vue d'œil. Elle essayait de le contourner, il se mettait toujours devant elle, pas agressif, juste bien campé sur ses positions, comme un défenseur de basket. Petit à petit, on voyait que les gens commençaient à se douter de quelque chose. Mon père et mon oncle se sont approchés l'air de rien, prêts à aider, encerclant la scène comme si de rien n'était. Mais la voix de Veronica s'est élevée. J'ai parfaitement le droit d'être ici. C'est ma grand-mère aussi. Les regards se sont tournés vers elle. Les enfants ont arrêté de jouer. Exactement ce qu'on voulait éviter. Mamie a remarqué l'agitation et, en voyant Veronica, son visage s'est figé. Toute la joie s'est envolée. Elle s'est avancée, sûrement pour calmer le jeu. Ma mère a essayé de la distraire avec un morceau de gâteau, mais rien à faire. « Véronica ?» dit mamie en arrivant près du groupe. « Je pense que tu devrais partir. » Un silence est tombé. Même les enfants ont compris que quelque chose de grave se passait. Le visage de Veronica est devenu cramoisi. « Mamie, je voulais juste fêter ça avec toi. Je t'ai même apporté un cadeau. » Elle a brandi son sac comme s'il allait tout arranger. « Après tout ce que tu as fait à cette famille ? Non, s'il te plaît. Pars. » La voix de mamie était ferme, mais on sentait qu'elle avait le cœur brisé. Elle détestait les conflits, surtout le jour de sa fête. Véronica a éclaté de rire, un rire sec, forcé. Tout ce que j'ai fait, ce sont eux qui t'ont monté la tête contre moi. Moi, je suis juste honnête. Et ça,
Ça ne leur plaît pas. Elle haussait la voix à chaque phrase. Plusieurs membres de la famille commençaient à éloigner les enfants. Tu as appelé les services sociaux contre ta propre famille, a murmuré mamie. Tu harcèles tout le monde depuis des mois. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la méchanceté. Le masque est tombé. Enfin, le visage de Véronica s'est tordu, la rendant méconnaissable. Très bien, tu veux la vérité? Tu les as toujours préférés à moi. À chaque réunion de famille, personne ne parle que des autres. Le pauvre petit marquis et son fichu anniversaire. Julie et sa remise de diplôme. Mais quand c'est moi qui réussis quelque chose, silence radio. Rien. Elle a sorti des papiers de son sac, les agitant dans tous les sens. J'ai tout noté. Chaque fois que tu as oublié mon anniversaire, chaque fois que tu les as félicités eux et pas moi. J'ai la preuve de ton favoritisme. Les papiers volaient dans partout. Certains ressemblaient à des impressions de messages, d'autres à des photos annotées de façon complètement délirante. Jake a commencé à ramasser les feuilles. « Véronica, arrête, ça ne t'avancera à rien. » Elle s'est retournée vers lui, les yeux exorbités. « Tu devais être de mon côté. Mais non, toi aussi tu t'es laissé avoir par leur petit jeu. Pauvre petite famille innocente, terrorisée par la redoutable Véronica. » Ma tante s'interposa d'une voix tremblante de colère. « Tu as voulu emmener mon fils de la crèche sans autorisation. Tu es entré chez nous en douce. Tu as fait ouvrir une enquête des services sociaux contre moi, failli me faire perdre mon travail. Ce n'est pas du favoritisme, c'est que tu représentes un vrai danger. » Véronica partit d'un éclat de rire. « Dangereuse? Je ne fais que vous montrer ce que ça fait qu'on vienne bouleverser votre vie, qu'on vous juge sans raison, qu'on vous enlève ce à quoi vous tenez. » Elle lança un regard circulaire, bravache, défiant toute la famille. « Chacun de vous a dit des horreurs sur moi dans mon dos, je vous ai entendu. Eh bien maintenant, vous savez ce que ça fait quand c'est vous qui êtes la cible. Il faut appeler la police, » murmura quelqu'un, mais grand-mère leva la main. « Véronica, je te laisse une dernière chance. Pars, tranquillement. Va te faire aider, sérieusement, ou on appellera les autorités. » Sa voix restait ferme, mais les larmes coulaient sur ses joues. Un instant, j'ai vraiment cru que Véronica allait partir. Elle a parcouru la pièce du regard, comme si elle réalisait enfin l'ampleur de la situation. Puis elle a fixé le gâteau d'anniversaire. 3 étages, recouvert de fleurs violettes, joyeux 80e anniversaire, écrit en lettres dorées. Avant que qui que ce soit ne réagisse, elle s'est jetée dessus. Mon cousin Brian, qui était le plus près, l'a agrippée au bras juste au moment où elle allait saisir le gâteau. Ils se sont débattus quelques secondes, Véronica hurlant à l'injustice et au mensonge, le gâteau tanguant dangereusement. D'autres membres de la famille sont venus prêter main forte. Il a fallu 4 personnes pour l'éloigner de la table des desserts. Elle continuait à crier, du mascara coulant sur tout le visage. C'est là que Jake a sorti son téléphone. « J'appelle la police. Cette fois, ça suffit. » Véronica l'a entendu et on a senti qu'un truc s'est brisé en elle. Elle s'est dégagée d'un coup, a foncé vers la porte, renversant une composition florale au passage, puis on a entendu sa voiture démarrer en trombe, pneus hurlant. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce, 10 longues secondes, avant que grand-mère n'éclate en sanglots. Cette fois, ce n'étaient même plus des larmes discrètes, mais de vrais sanglots incontrôlables. Ma mère et ma tante se sont précipitées pour l'entourer, l'ont installée sur une chaise. La fête était belle et bien fichue. Les enfants pleuraient, parce que grand-mère pleurait. Les adultes restaient plantés là, sidérés. Et puis, contre toute attente, un truc improbable est arrivé. Mon oncle s'est levé, a tapé sa fourchette contre un verre. Et, tout le monde, c'était intense. Ok, mais on est là pour les 80 ans de maman. Ce n'est pas Véronica qui va gâcher ça. Il est allé voir le DJ pour lui glisser un mot. La musique a démarré. Can't Help Myself des Four Tops, la chanson préférée de grand-mère. Mon père est venu la chercher. « Allez maman, viens danser avec moi. » Il lui a tendu la main. Elle a d'abord refusé, secouant la tête, encore en larmes. Mais il a insisté, s'est mis à faire un pas de danse ridicule, ce qui l'a fait sourire à travers ses pleurs. Finalement, elle s'est laissée entraîner, main dans la main sur la piste de danse. Petit à petit, tout le monde a suivi. Les petits ont recommencé à courir partout. Quelqu'un a redressé les fleurs. Ma tante a découpé le gâteau qui avait miraculeusement survécu. En 20 minutes, on aurait presque pu croire à une fête normale. Ou presque. Jake est venu me retrouver près du bol de punch. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je me sens fautif. Je lui ai dit d'arrêter de s'en vouloir. Personne ne lui reprochait quoi que ce soit. Il m'a expliqué qu'il avait filmé la crise de Véronica, au cas où il faudrait un jour une preuve devant un juge. Pas bête. Il a aussi ajouté qu'il allait demander une ordonnance d'éloignement dès le lundi matin. La fête s'est terminée vers 18h. Grand-mère a serré chacun dans ses bras, plus longuement que d'habitude, en remerciant tout le monde d'être resté malgré tout. Elle avait l'air d'aller bien, mais épuisée. Une fatigue morale, bien plus que physique. On a rangé les cadeaux et le reste du gâteau. Personne n'a osé reparler de la scène avec Véronica, mais c'était dans l'air, comme une odeur de brûlé persistante. En rangeant, mon cousin a trouvé un truc bizarre. Un petit appareil collé sous une table. Ça ressemblait à un micro ou peut-être un traceur GPS. On n'a jamais su depuis combien de temps il était là, mais au moins, on comprenait pourquoi Véronica semblait toujours tout savoir, même après qu'on lui ait supprimé l'accès au calendrier familial. Elle n'utilisait pas que des stratagèmes numériques. Elle avait du vrai matos d'espionnage. On a remis l'appareil à Jake pour son dossier d'ordonnance d'éloignement. Ce soir-là, le groupe WhatsApp familial s'est remis à crépiter.
mais cette fois, sans anxiété. Chacun partageait de jolis souvenirs de la fête, des photos de grand-mère qui dansaient, des vidéos des enfants qui s'amusaient. On essayait de se concentrer sur les moments heureux. Ma mère a proposé qu'on écrive tous une carte à grand-mère pour lui dire ce qu'elle représente pour nous, histoire de compenser l'ambiance gâchée. Tout le monde a trouvé l'idée géniale. Le lundi matin, la nouvelle est tombée. Véronica avait été arrêtée. Pas pour ce qui s'était passé à la fête, mais pour autre chose. Vous vous souvenez de ces faux comptes sur les réseaux sociaux? Il s'est avéré qu'elle en avait utilisé un pour menacer un élu local qui l'avait bloqué sur Twitter. Le FBI, ça ne plaisante pas avec ce genre de choses. Ils enquêtaient depuis des semaines et avaient réuni assez de preuves. Sa crise à la fête tombait au plus mauvais moment pour elle. Jake nous a transféré l'article de presse. Véronica risquait des poursuites fédérales pour harcèlement en ligne et menaces. L'enquête a révélé des dizaines de faux comptes, pas seulement ceux qui s'attaquaient à nous, elle faisait la même chose à d'anciens collègues, des gens de sa promo, même à de parfaits inconnus qui avaient eu le malheur de lui déplaire. Nous, on était juste ses cibles principales. Le FBI a retrouvé sur son ordinateur des preuves de plusieurs années de ce comportement. L'affaire des services sociaux contre ma tante a été classée sans suite dès l'annonce de l'arrestation. L'enquêtrice s'est même excusée, expliquant qu'ils étaient obligés de creuser chaque signalement, mais qu'elle comprenait maintenant que c'était purement malveillant. Marquis a enfin pu arrêter de s'inquiéter de la méchante dame. Il a demandé si elle irait en prison, et ma tante lui a répondu que oui, probablement pour un moment. Les semaines suivantes, la vie a doucement repris son cours. Plus de plaintes contre le travail de ma mère, les faux comptes se sont tus, on pouvait relever le courrier l'esprit tranquille. J'ai même arrêté de vérifier la caméra de mon appartement toutes les 2 minutes. Ça faisait bizarre, cette quiétude retrouvée après des mois de tempête. Jake, d'ailleurs, s'est mis à sortir avec Emma, mon amie du boulot. Ils se sont rencontrés le jour où il est venu me chercher pour qu'on déjeune ensemble. Elle l'a trouvé craquant, et j'ai tout de suite pensé qu'ils feraient un joli duo. Le courant est passé immédiatement entre eux. En réalité, il n'était pas du tout comme on l'imaginait quand on a appris que Véronica avait un petit ami. C'était simplement un gars bien, embarqué malgré lui avec la mauvaise personne. On a eu plus d'infos sur l'arrestation de Véronica grâce au procureur. Elle risquait très gros. Le FBI avait recensé des centaines de victimes à travers plusieurs États. Elle menait sa campagne de harcèlement depuis des années, bien avant de s'en prendre à nous. Avec du recul, on peut dire qu'on s'en est plutôt bien sorti. Certaines victimes avaient tout perdu, leur emploi, leurs amis, voire la garde de leurs enfants, à cause de ces dénonciations mensongères. Le procureur nous a expliqué que notre témoignage aiderait dans l'affaire. Mamie a voulu écrire une lettre à Véronica. On a tenté de l'en dissuader, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle répétait que, quoi qu'il arrive, Véronica restait de la famille. Sa lettre était très simple. Elle lui disait qu'elle l'aimait toujours et espérait qu'elle trouverait de l'aide en prison, que toucher le fond pouvait aussi permettre de se reconstruire. C'était tout, mamie, toujours à chercher le bon chez les gens. Véronica n'a jamais répondu. C'est par son avocat commis d'office qu'on a appris qu'elle acceptait un accord de plaider coupable, 5 à 7 ans de prison fédérale, et elle devrait indemniser ses victimes. L'avocat a demandé si on voulait rédiger des témoignages sur l'impact qu'elle avait eu sur nous. Certains l'ont fait, d'autres non. J'ai écrit une déclaration sur la peur de ne plus jamais me sentir vraiment en sécurité chez moi. Ma tante, elle, a parlé de l'effet que tout ça avait eu sur Marquis. Le verdict est tombé un mardi, et il n'y a que Jake qui est allé au tribunal. Il a dit que Véronica avait changé, qu'elle semblait plus fragile, presque effacée. Elle a évité son regard. Quand le juge a annoncé la sentence, elle s'est contentée d'opiner. Pas d'esclandre, pas de protestation, pas de discours sur l'injustice, juste de la résignation. Jake a dit que c'était triste à voir. On a refait une grande fête de famille à Thanksgiving. Personne n'a parlé de Véronica, mais tout le monde sentait son absence. Par habitude, mamie avait mis un couvert pour elle, puis elle l'a discrètement enlevé avant le repas. Marquis avait retrouvé sa bonne humeur, il jouait avec ses cousins et se gavait de tartes. Ma tante avait finalement eu sa promotion. Les histoires de boulot de maman étaient repassées à la trappe. Même les cousins éloignés qui avaient reçu les lettres désagréables étaient là. Tout le monde s'était rabiboché. Jake et Emma sont venus ensemble, officiellement en couple. Il s'est parfaitement intégré, donné un coup de main en cuisine et participé aux jeux de société avec les enfants. Quelqu'un a plaisanté. Finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée dans toute cette histoire avec Véronica. Il a ri et répondu qu'il était juste heureux d'avoir enfin une famille normale. On a tous compris ce qu'il voulait dire. J'ai toujours la caméra dans mon appart, mais je la regarde rarement. On a changé les serrures 2 fois, juste pour être tranquille. Parfois, je repense à tout ce remue-ménage causé par une seule personne, à ces mois passés à vivre sur le qui-vive, à se retourner sans cesse. Mais surtout, je suis reconnaissant que tout ça soit derrière nous, qu'on ait traversé l'épreuve ensemble, en famille. On ne parle plus beaucoup de Véronica. Parfois, son nom revient, et une gêne s'installe, avant que quelqu'un change vite de sujet. Mamie garde encore des photos d'elle dans ses vieux albums, mais personne ne propose de les enlever. Elle fait partie de notre histoire, même si on préférerait tourner la page. Mais la famille est plus soudée que jamais. Rien de tel qu'une épreuve collective pour resserrer les liens. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Marquis, 7 ans déjà. Même lieu, même thème de dinosaures, il en raffole. Mais cette fois, aucun drame. Pas d'invités indésirables, pas de larmes sauf de joie quand il a ouvert ses cadeaux. Ma tante a fait le gâteau elle-même. Un T-Rex en glaçage au chocolat, un peu bancal et pas très régulier, mais Marquis a décrété qu'il était parfait. Et il avait raison. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter.
Véronica purge sa peine. Nous, on a repris le fil de nos vies. L'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur, mais elle ne sert plus à grand-chose tant qu'elle est en prison. Jake et Emma réfléchissent à emménager ensemble. Mamie a fêté ses 81 ans, et on prépare déjà la prochaine fête. La vie est douce, presque paisible, ce qui, après tout ce qu'on a traversé, est exactement ce qu'on souhaitait. Parfois, je me demande si Véronica pense à nous, là-bas, si elle regrette, ou si elle continue de croire qu'elle avait raison. Mais finalement, ça n'a plus d'importance. Elle a fait ses choix, elle en assume les conséquences. Nous, on a protégé notre famille et on s'en est sorti plus fort. C'est bien ça l'essentiel. Et veiller à ce que Marky ne voit plus jamais son anniversaire gâché par quelqu'un qui prétend être honnête. D'après la dernière nouvelle du procureur, Véronica suit une thérapie en prison. Peut-être qu'elle changera pour de bon. Peut-être qu'elle sortira transformée. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce ne sera plus notre problème. On a des anniversaires à célébrer, des souvenirs à créer. Des vrais, cette fois. Ceux où tout le monde repart heureux et où personne n'appelle les services sociaux. C'est tout ce qu'on souhaite, non ?